Vous êtes bien sur France 3 Paris-Île-de-France. Un lieu, deux histoires, bienvenue dans la belle histoire. Nous sommes aujourd'hui à Amboise, c'est ici que Léonard de Vinci a fini sa vie. Pendant ces 3 années passées à Amboise, les dernières de sa vie, Léonard de Vinci ne touchera plus un pinceau, mais son cerveau reste bouillonnant. Il va organiser des fêtes spectaculaires pour le roi et mettre au point des inventions toujours plus visionnaires. Léonard, c'était un peu le Georges Lucas du Quattrocento. Pour Léonard de Vinci, la Joconde, c'est du passé. La peinture est derrière lui et vous allez comprendre pourquoi. C'est un génie ou c'est un fou? Je ne sais pas si quelqu'un serait capable de refaire la Joconde ou d'être un aussi bon artiste que ça aujourd'hui, mais le mec, il n'a pas le prix Nobel de physique en même temps. Hein. Et lui, il a les deux. François Ier a-t-il permis à Léonard de réaliser tous ses fantasmes? Quels étaient leurs rapports? Léonard était-il vraiment le génie qu'on prétend? La deuxième histoire de notre émission risque fort de vous surprendre. En effet, c'est ici, au château d'Amboise, qu'a été emprisonné l'émir Abdelkader, le grand chef rebelle de l'Algérie, le père de la nation et peut-être le plus grand humaniste que le monde musulman ait connu. Comment cet ennemi public de la France a-t-il réussi à prendre le cœur des habitants d'Amboise? En vous parlant, j'en ai les bras qui se hérissent. Ça sera notre deuxième histoire. Avec Myriam Bounafa, avec François Reinhardt. François Ier a-t-il permis à Léonard de réaliser tous ses fantasmes? Comment Abdelkader et toute sa smala ont-ils séduit Amboise? La belle histoire à Amboise, c'est parti. C'est un homme aux cheveux longs et à la barbe grise qui arrive à Amboise à l'automne 1516. Léonard de Vinci a 63 ans. L'Italie le trouve désormais démodé et lui préfère Michel-Ange ou Raphaël. Léonard transporte dans ses bagages 3 tableaux qui ne sont pas encore entrés dans la légende. La Vierge et l'Enfant, le Saint Jean-Baptiste et la Joconde. Pour François Ier, le roi de France, c'est une aubaine. Il lui fait un pont d'or, il lui déroule le tapis rouge. François Ier sera le dernier mécène de Léonard. On lui donne un château qui appartenait à la mère du roi, à Louise de Savoie, et on lui donne un salaire qui est à peu près l'équivalent du salaire d'un grand seigneur de la cour. Pour un type qui est un artisan au départ. Hein. Artisan, bâtard, c'est la consécration. Et mieux que tout, il est l'ami du roi de France. C'est ici, au Clos Lucé, dans une demeure royale à 2 pas du château d'Amboise, que François Ier installe Léonard de Vinci. Il n'a qu'un souhait, permettre à l'artiste de laisser libre cours à sa créativité en lui apportant le confort que l'Italie n'a pas su lui donner. Pourquoi Léonard de Vinci quitte l'Italie? Est-ce qu'il est rejeté par l'Italie? On n'a plus envie de lui, il donne plus envie? C'est pas Léonard de Vinci qui est chassé d'Italie, c'est François Ier qui, quand il est ici, qui fait construire ses beaux châteaux, etc., qui se dit, mais le chic italien, c'est un petit peu comme le designer new-yorkais dans les années 60, d'accord? Il n'y a rien de plus chic que l'Italie, voilà. Et même plus tard, il y a des poètes comme Du Bellay qui va se moquer de ça, qui va dire, mais il y en a marre de l'Italie, on parle que de l'Italie, et la France, on existe aussi. D'accord, donc c'est une bonne opération pour Léonard de Vinci. Bien sûr, François Ier va lui demander d'être l'organisateur de ses fêtes, de faire des machines, etc. Il a tellement d'idées qui vont dans la tête qu'il est déjà... ça va trop vite. Il est J'ai un peu ce problème aussi. C'est vrai? Peut-être trouver un François Ier, il y en a peut-être dans les parages. On va voir. D'accord. C'est donc dans ce manoir, en contrebas du château, que Léonard de Vinci va passer les 3 dernières années de sa vie. Bonjour, bienvenue au Clos Lucé. Bonjour, merci de nous recevoir. Je vous en prie. Très belle demeure. François Saint-Brie est le propriétaire du Clos Lucé. C'est ici, dans cette pièce qu'il a choisie, baignée de lumière, que Léonard va travailler pour le roi de 1516 à 1519. Je vais vous montrer quelques découvertes. Comme vous le voyez derrière cette tapisserie, on retrouve l'assemblage en briques et pierres. Et là, on voit effectivement, voilà, vous avez un panneau
avec un décor floral avec des pigments naturels. C'était comme ça à l'époque de Léonard? Voilà, à l'époque de Léonard. Et comme vous le voyez ici, vous avez un encadrement du 19e ou du 18e. Et là, vous voyez l'ancien encadrement de la porte. Donc la porte devait être là. Léonard ne peint plus. Il est le premier ingénieur du roi, son premier architecte et même son philosophe. François Ier lui demande des décors pour ses fêtes grandioses. Léonard réalise toutes sortes d'effets de pyrotechnie. Un jour, il apporte même à la cour un lion empaillé. Le lion avance, sa poitrine s'ouvre et fait apparaître sur un fond azur une superbe fleur de lys. Léonard vient d'inventer l'automate. Léonard, c'était un peu le George Lucas du Quattrocento. Et il a recréé la nuit dans la nuit avec toutes les astres de la cosmogonie. D'un côté la Lune, de l'autre côté le Soleil, Mars, Jupiter, Vénus. Et tous ces astres tournent. Et la nuit est éclairée par des flambeaux, par 500 candélabres à 3 branches, tels que, nous dit un ambassadeur, il semblait que la nuit fût chassée. Ces quelques souvenirs d'invités émerveillés sont tout ce qui reste de cette magie. Léonard peut bien fantasmer, mais son génie s'est perdu dans les mémoires. Il aime les automates, il aime les machines, il aime l'art du jardin, etc. Mais tout ça, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, au XXIe siècle, de l'art éphémère. La Joconde, 500 ans après, on va toujours l'admirer. Et bien là, l'art éphémère, c'est ce qui reste dans la tête des gens qui l'ont vu. Et après, à leur mort à eux, ça a disparu. Ça, c'est toute cette partie de l'art de Léonard de Vinci dont on n'aura jamais connaissance. En échange de son rôle de grand ordonnateur de festivités, Léonard a carte blanche et peut enfin assouvir sa soif de connaissance. Il griffonne des milliers de dessins pour élaborer surtout des machines de guerre. Il veut défendre ce qui est pour lui le bien le plus précieux que la nature nous ait donné, la liberté. Voilà un char d'assaut, grandeur nature, qui est juste en face, là. Et ça vous donne une idée. On dirait une soucoupe volante. Voilà, exactement. Vous allez l'essayer, vous verrez. Alors, allez-y, François, tournez. Moi, j'ai bise comme ça. Alors, et je... En France, Léonard de Vinci ne va pas arrêter de dessiner, mais ça sert à quoi? Est-ce qu'il réalise ce qu'il est en train de faire? Est-ce que c'est n'importe quoi? Est-ce que ça a du sens? J'aime beaucoup l'idée de se dire Léonard de Vinci, c'est n'importe quoi. Mais non, mais c'est un boulimique de dessin, je ne sais même pas s'il réalise. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est quand même un vrai esprit scientifique dans le sens où, lui, il voit quelque chose, il veut comprendre. Il voit les oiseaux qui volent, il dit, mais moi, je veux comprendre pourquoi ça vole, etc. Et après, son esprit est tellement intelligent, tellement brillant, etc., qu'il dit, oui, mais l'oiseau vole, pourquoi est-ce que l'homme ne pourrait pas voler? Est-ce qu'on pourrait, ce système, je fais les petites ailes, là, d'accord? Est-ce que l'homme pourrait pas voler lui aussi? Du coup, là, Léonard, à ce moment-là, pas maintenant, c'est un génie ou c'est un fou? Un type qui est capable de penser qu'on pourra voler et un type qui en même temps fait la Joconde, mais c'est quand même délirant. Aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un serait capable de refaire la Joconde ou d'être un aussi bon artiste que ça aujourd'hui, mais le mec, il n'a pas le prix Nobel de physique en même temps. Hein. Et lui, il a les deux, quoi. Donc ça s'appelle un génie, ça c'est sûr. François Ier fait tellement confiance à ce génie qu'il va le pousser à aller encore plus loin. Léonard se met alors à imaginer une ville utopique, d'une modernité spectaculaire, une capitale qui veut révolutionner l'urbanisme, dotée même d'une sorte de tout à l'égout, bref, la ville idéale. C'est le plus grand projet et le plus fou qu'on puisse avoir à cette époque. Le roi dit oui, le roi rêve d'avoir une capitale. On ne parle pas de Paris à l'époque, hein. La cour est sur les bords de la Loire et c'est sur les bords de la Loire que ça doit se passer. On calcule plus ou moins l'endroit et Romorantin a l'air d'une sorte de centre géométrique parfait et on parle de construire un canal pour relier Romorantin à la Méditerranée, un autre pour le relier à l'Atlantique et un troisième à la Manche et peut-être un quatrième pour le Rhin. Les écuries auraient été des écuries automatiques avec le foin tombant directement dans les mangeoires, le purin récupéré et donc, encore une fois, la circulation des déchets prévue très très scientifiquement. La ville idéale est sans doute le projet le plus ambitieux de Léonard de Vinci. À Romorantin, les travaux ont commencé. Mais malheureusement, Léonard, malade depuis de longs mois, n'aura pas le temps d'aller au bout de son rêve et de voir son ultime fantasme exaucé. Le projet de Romorantin s'interrompt en 1518 à cause de la maladie de Léonard de Vinci, qui l'empêche de travailler. Et sans la technicité de Léonard, le projet ne peut pas déboucher. Néanmoins, les idées élaborées pour Romorantin vont se retrouver utilisées par des ingénieurs qui fréquentent Léonard au Clos Lucé, et il semblerait que Chambord soit le plan B
de Romorantin. Ingénieur, architecte, urbaniste, Léonard bouillonne d'idées, mais n'a toujours pas été compris par ses contemporains. Au soir de sa vie, cet enfant bâtard et autodidacte trouve enfin auprès du roi de France cette reconnaissance qui lui a tant manqué. François Ier dit de lui, c'est l'esprit le plus brillant que le monde ait pu connaître. Mais surtout, il voit en Léonard le papa qu'il n'a pas eu. Le roi chérit sa compagnie et l'on dit même qu'il empruntait un souterrain pour le rejoindre aussi souvent que possible. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous alliez m'emmener dans un endroit où personne ne va. Absolument, le souterrain secret. Allons-y. On y va. Alors là, vous voyez, c'est une très belle tapisserie. François, au passage secret. Et alors, et là, vous voyez, ça aussi, c'est Oui, intéressant, oui, c'est l'acte d'achat par Charles VIII. Alors, je rigole, mais j'ai un peu Bon, peur. alors on y va. Donc là, nous entrons dans le souterrain secret dont la tradition rapporte qu'il reliait le château royal d'Amboise au Clos Lucé et par lequel François Ier venait rendre visite à son ami Léonard de Vinci. Cette grille, c'est pour vos soirées spéciales Châtelain? Pas vraiment. François Ier avait une véritable admiration pour Léonard, qu'il l'appelait mon père. Il faut savoir que François Ier a perdu son père à l'âge de 2 ans et qu'en Léonard, il retrouvait à la fois un père spirituel, un mentor, un artiste, un grand savant et, comme il le disait, un grand philosophe. Léonard de Vinci meurt le 2 mai 1519 au Clos Lucé. Il a 67 ans. Selon son épitaphe, rédigée en latin, il serait mort sinur regio, soit sur la poitrine d'un roi, c'est-à-dire dans les bras de son protecteur François Ier. Moi, je crois assez à l'histoire de la mort de Léonard dans les bras du roi. En Italie, à l'époque, la peinture, c'est un art mineur. Il n'y a pas de star, comme il pourrait y en avoir aujourd'hui. Donc, d'avoir franchi toutes ces étapes et jusqu'à pouvoir parler avec le roi d'égal à égal, c'est une réussite absolument formidable. 2 semaines avant de mourir, Léonard de Vinci avait rédigé son testament. François Ier n'a peut-être pas exaucé tous les fantasmes de Léonard, mais ses dernières volontés seront respectées à la lettre. Léonard de Vinci sera enterré à la collégiale Saint-Florentin dans l'enceinte du château, privilège normalement réservé aux chanoines de l'église. Alors il sera accompagné comme ça de 60 flambeaux tenus par les pauvres d'Amboise et puis les chanoines. Et il leur demande de célébrer 3 grandes messes, puis 30 petites basses messes lors de ces C'est royal obsèques. comme... On peut dire que c'est un traitement royal puisque c'est un privilège qu'il reçoit du roi. Visionnaire, Léonard de Vinci, l'ingénieur, avait près de 400 ans d'avance sur la technologie de son époque. Incompris, il passera à la postérité pour ses talents de peintre, une trentaine de toiles seulement, qui représentaient à ses yeux un art assez mineur et somme toute alimentaire. Fidèle comme un fils, par-delà la mort, François Ier rachètera les 3 toiles que Léonard avait apportées avec lui, et c'est grâce à ce dernier geste d'amour que la Joconde est accrochée au Louvre aujourd'hui. La peinture lui a permis de manger, mais ce sont ces incroyables machines qui le passionnaient. Celles qu'il aura imaginées à loisir les 3 dernières années de sa vie, de 1516 à 1519 grâce à François Ier. Vous savez désormais pourquoi c'est au Louvre et pas en Italie que des milliers de touristes vont photographier la Joconde. Et puis les machines de Léonard, eh bien, c'est au Clos Lucé que ça se passe. La deuxième histoire de notre émission est à peine croyable. 3 siècles plus tard, ici même à Amboise, est survenu un épisode étonnant et peu connu de l'histoire de France. En 1830, pour doper une popularité en Berne, le roi Charles X envoie les troupes françaises à la conquête de l'Algérie. Mais un homme va leur résister. Abdelkader, un prince du désert qui deviendra le plus connu des Algériens, le père de la nation algérienne. Comment cet homme-là, musulman et chef de guerre, a-t-il réussi à forcer le respect et l'amour des habitants d'Amboise ? Une incroyable smala des Arabes dans un château Renaissance qui ont laissé un souvenir impérissable. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Nous sommes en 1847. Surpris par la résistance des tribus locales, les Français mènent depuis plusieurs années une véritable guérilla dans le désert algérien. Des combats sanglants, des massacres de population qui auraient fait plus de 400 000 morts. En Algérie, il fallait prendre la terre
pour mettre des Français, ou pas seulement des Français, d'ailleurs des Espagnols, des Italiens, etc. Et donc c'est une colonisation qui est très violente. Il y avait l'idée de dire on va faire une France du Sud en y mettant des Européens. En Algérie, ça s'est passé de manière pas si différente, encore une fois, qu'aux États-Unis, avec, tu sais... Avec les Indiens d'Amérique. Voilà, on avance vers l'ouest, et puis et les Indiens ils disent « mais c'est à nous tout ça, oui, ben, c'est bon, allez, tirez-vous, les bienfaits de la colonisation, je sais pas quoi, mais c'est des conneries tout ça. » Les bienfaits de la colonisation, c'était d'écraser les gens qui étaient là en disant « vous êtes des sous-hommes, c'est nous qui prenons la terre, quoi. » C'est Oui, ça a été tellement violent qu'on peut pas... super violent. Il y a une pratique qui commence à être faite par les généraux français pour réduire les indigènes, comme on disait, c'est les enfumades. Qu'est-ce que c'est les enfumades? C'est on met tout un village dans une grotte et on met le feu et tous les gens sont asphyxiés. Il y a des milliers d'Algériens qui vont mourir asphyxiés dans des grottes. Ça vaut les attaques chimiques dont on entend parler en Syrie aujourd'hui. Chef de guerre au charisme extraordinaire, Abdelkader a fédéré autour de lui plusieurs tribus. Mobile, malin, il connaît les steppes et se cache avec ses troupes, toujours entouré de sa tribu, c'est la Smala. Son courage lui vaut le respect de tous et même de ses ennemis. Les Français pourtant finiront par le vaincre et capturer sa Smala. Quand il négocie sa reddition en 1847, la France le trahit. Parti pour un exil en Égypte, Abdelkader se retrouve à Toulon puis à Pau, arrivé un soir de novembre 1848 au château d'Amboise. Abdelkader et sa Smala arrivent par bateau et débarquent au pied du château. Le désert est bien loin pour ces 97 bédouins. Le dépaysement est total et la vie de château synonyme de prison. Nous ouvrons ici la porte-fenêtre qui permettait à l'émir Abdelkader de se rendre sur le balcon dit des conjurés. Et cet accès au balcon, elle est libre par contre, dès le départ? L'accès est totalement libre puisque là nous nous trouvons à une trentaine de mètres au-dessus du vide. Et l'on voit d'ailleurs au loin l'emplacement de l'ancien port où il fait son entrée en novembre 1848. Ah, il est arrivé par là? Exactement. Ah, c'est super émouvant, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il vient à sa fenêtre, il a cette image de lui qui débarque en terre étrangère. Exactement. En posant le pied sur le quai d'Amboise, les musulmans vont tout de suite s'asseoir et prier ensemble, sous le regard des nombreux habitants venus par curiosité. Étonnamment, leur accueil est plutôt chaleureux et bienveillant. Merci beaucoup de vous être déplacé. Oh, c'est très gentil, vous savez, à vous, j'habite tout près. Ah ouais, c'est super. Bonjour monsieur. Martine Lecoz est écrivaine et connaît tout de la vie d'Abdelkader. C'est très étonnant, puisqu'il arrivait en tant que guerrier, mais féroce guerrier même, et vaincu. Et les Amboisiens auraient dû mourir de peur. Et pas du tout, mais alors c'est presque incompréhensible. Pas du tout. Vous savez que le maire a dû faire un peu la leçon aux Amboisiens, il les a prévenus. Et les dames d'Amboise, aussitôt, sont allées chercher dans leurs armoires les plus belles chenilles, les plus beaux draps, les draps brodés, les nappes, tout. Et je pense que les dames musulmanes ne les ont pas utilisés. Mais les Amboisiennes ont tout donné. Néanmoins, Abdelkader et sa Smala sont prisonniers et en tant que tels condamnés à rester dans l'enceinte du château, du moins dans un premier temps. Mais aussi invraisemblable que cela puisse paraître à notre époque, dans le château d'Amboise seront installées une école pour que les enfants puissent apprendre le Coran et même une mosquée. À l'époque d'Abdelkader, le dernier étage n'existe pas. Il y a donc à la place la mosquée en arrière et puis le salon panoramique sur la périphérie de cette tour. Imaginez ça, on avait à Amboise à la fois les cloches et l'appel à la prière. 5 fois par jour. Mais oui, 5 fois par jour. Et personne n'a trouvé à redire. Toute cette partie-là, l'étage supérieur de la tour a été surélevé dans le cadre des restaurations fin 19e. Donc il faut oublier cet étage, on se retrouve un étage inférieur où se dressait la fameuse mosquée. Lui, il pouvait entrer dans l'église de la même façon qu'il entrait dans la mosquée, qu'il aurait pu entrer dans un temple hindou. Et il a même osé dire « Je prie quand je suis à l'église, je prie quand je suis au temple, et de la même façon quand je fais l'amour avec ma femme. » Ah, c'est un coquin quand même. Mais non, pas pour lui. La présence d'Abdelkader a des effets étonnants sur la population d'Amboise, qui semble aujourd'hui encore éblouie par la personnalité de cet homme charismatique. Quand on était en face de lui, il était plus grand que lui-même et l'interlocuteur était lui-même plus grand. Vous vous rendez pas compte, mais vous vous approchez de lui,
comme il vous place tout de suite à une hauteur un peu qui n'est pas la vôtre habituellement, d'emblée, il vous accorde cette possibilité d'être à cette hauteur. Tous les petits obstacles matériels, par exemple, non, pas de musine en pays chrétien, mais tout ça Disparaissait. oui. Parce que, mais même en vous parlant, j'en ai les bras qui se hérissent. Le destin l'a fait chef de guerre, mais Abdelkader s'avère être un homme lettré, aux connaissances hors du commun. Il lit beaucoup, il reçoit des hommes politiques, des religieux, et son immense ouverture d'esprit force le respect. Abdelkader est fasciné par toutes les innovations technologiques et il viendra à la gare pour voir l'arrivée du train à Limeray. Elle est fascinée par... Oui, c'est ce qui rend le personnage totalement intéressant parce que profondément religieux mais tourné vers l'avenir et toutes les innovations technologiques. Il sera l'un des principaux ambassadeurs du projet du canal de Suez. Hein? Alors Louis-Napoléon Bonaparte va s'appuyer sur lui pour finalement convaincre les différentes tribus de faciliter l'avancée des travaux. Abdelkader est donc cette grande âme tournée vers le progrès qui impose la bienveillance et le respect, mais pour l'instant, il est bel et bien enfermé à Amboise et il faut voir dans ce prisonnier de luxe une dimension éminemment politique. Il y a une autre face plus sombre qu'il ne faut pas oublier et que là la propagande voulait faire oublier à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui se passe en Algérie à ce moment-là. Napoléon III va faire d'Abdelkader un héros national, il l'appellera le Vercingétorix algérien. Pourquoi ? Parce que là aussi c'est très important de comprendre ça, parce que tout ça c'est à la fois des gestes et en même temps de la propagande. Et la propagande c'est quoi ? C'est de dire aux Algériens, vous voyez, il y a eu Vercingétorix, Vercingétorix c'était le chef des Gaulois, il s'est battu contre les Romains comme Abdelkader s'est battu contre les Français, d'accord ? C'est pour ça qu'on l'appelle Vercingétorix. Mais ensuite les Romains ont gagné. Et voyez, les Romains, ils ont fait ce magnifique pays avec cette civilisation romaine extraordinaire dont on vient, etc. Eh bien, voyez, vous, les Algériens, faites la même chose. Vous vous êtes battus, vous êtes bien battus. On a votre chef de guerre, on en fait un grand chef de guerre. Mais vous allez vous laisser coloniser et votre pays va devenir une magnifique, etc. Non, sauf que c'est devenu une colonie dans laquelle les gens ont été écrasés, que les Français ont tout pris et qu'on a créé des sous-citoyens, enfin des sujets, des demi-hommes qui étaient les Algériens et qu'au bout d'un moment, ils se sont révoltés contre ça. Peu à peu, ces conditions de détention s'assouplissent et au bout de 2 ans, Abdelkader peut enfin sortir du château. La première fois qu'il sort à Amboise, quel est l'accueil d'Amboise? Certains lieutenants de l'émir ont fait les vendanges avec les Amboisiens, dont ses plus proches lieutenants, ils ont fait les vendanges, qu'on raconte à Amboise qu'ensuite il y a eu beaucoup d'enfants, plus ou moins avec un type qui n'était pas forcément amboisien. Il y a eu des enfants métis. Oh, ben ça nous a été bien dit. Entre l'émir, Sasmala et les Amboisiens, c'est donc une véritable histoire d'amour qui s'est nouée, au propre comme au figuré. Abdelkader sera libéré en 1852 par l'empereur Napoléon III qui viendra lui annoncer la nouvelle lui-même au château d'Amboise. François, viens, je vais te montrer. Tourne-toi. Voilà. Oui, d'accord, ça y est, c'est Abdelkader qui est là. Et c'est exactement là où on est. Donc on voit ces arches. On imagine cette même scène, elle est là en dessous. Et voilà, j'ai appuyé, c'est reparti. C'est là. Je savais pas que tu étais aussi bon avec la nouvelle technologie, François. Napoléon III, il n'était pas pour la colonisation de l'Algérie. Il disait, mais c'est pas bien que des Européens aillent là-bas. On va faire un grand royaume arabe. On va essayer de faire un grand royaume arabe qui sera gouverné par les Arabes et on va nommer roi Abdelkader. Abdelkader, il a refusé, il n'a pas voulu ça. Il pensait que c'était une idée folle. Mais en tout cas, c'est une idée qui aurait changé l'histoire, ça c'est sûr. Avant de partir, Abdelkader offrira au curé d'Amboise un lustre somptueux. De leur côté, les Amboisiens se cotiseront après son départ pour offrir un mausolée à la mémoire des 25 membres de la Smala, enterrés selon les rites musulmans dans les jardins du château. Alors c'est là. C'est les stèles. Exactement. Et en fait, au milieu, tu as le mémorial qui a été offert par la population d'Amboise. C'est un peu fou là l'endroit où on est. Hein. Oui. Il y a des stèles, Ouais. Il avait toute sa suite, 98 personnes avec lui. Et il y en a beaucoup qui sont morts, bon, peut-être parce qu'ils étaient vieux, mais aussi parce qu'il y avait le problème du climat en fait. C'est que quand on vient du désert de l'Algérie, ça doit être compliqué d'être dans un climat qui était trop humide, qui ne fait pas très beau aujourd'hui. Abdelkader, il symbolise quoi aujourd'hui? Alors donc Abdelkader, on a beaucoup retrouvé son histoire, etc. au moment de l'indépendance algérienne, parce que évidemment quand les Algériens ont fait la guerre d'indépendance, ils ont cherché des figures, et le premier qui s'était battu c'était Abdelkader, donc c'est devenu une espèce de père, c'est quelqu'un de très très important dans tout le monde arabe. Les cendres d'Abdelkader seront rapatriées de Damas où il est mort en 1883
à Alger. L'indépendance enfin acquise de son pays fera de lui la première grande figure de l'Algérie. À Cacheroux, au-dessus de la plaine d'Aigris, on vient d'inaugurer le monument élevé à la mémoire de l'émir Abdelkader. Monsieur le ministre Nejlen, gouverneur général de l'Algérie, s'était rendu à cette occasion à Cacheroux pour assister à la cérémonie en compagnie de nombreuses personnalités françaises et musulmanes. Désormais fixées dans la pierre, on peut lire sur la stèle les paroles qui constituent le testament politique de l'émir et qui exhortent musulmans et chrétiens à devenir frères. Nous quittons Amboise, le génie de Léonard de Vinci, l'aura d'Abdelkader. La prochaine fois, une autre ville, deux autres histoires. Salut!